Le XXe siècle a vu l'émergence d'un nouveau type de guerre, où les machines régneront en maître sur les champs de bataille. Les assauts d'infanterie conventionnels étaient voués à l'échec. Des hommes de chair et de sang ne pouvaient tout simplement pas traverser ce type de défense. Une féroce course à l'armement conduira à la création d'armes toujours plus meurtrières. Ces mitrailleurs postés sur les chars avaient pour but d'éliminer l'ennemi si l'ordre de le faire était reçu. Le développement de véhicules puissants et innovants fera la différence entre victoire et défaite. C'est un des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. La quête de la suprématie militaire conduira à la création de machines capables de détruire l'humanité elle-même. Il y a très peu de place pour les erreurs. Et la moindre d'entre elles pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Dans cet épisode, la Grande Guerre et l'effrayante manière dont la mécanisation changera la notion de conflit armé. En 6 semaines, les Français vont perdre près d'un demi-million d'hommes, la majorité fauchée par des rafales de mitrailleuses. Contre ces armes capables de percer les chars d'assaut et tuer un grand nombre d'hommes, il était vital de créer de nouvelles stratégies militaires. Progressivement, les soldats seront confrontés à de nouvelles machines de combat plus meurtrières les unes que les autres. Plusieurs récits font état de soldats qui admiraient ces machines et ne s'en protégeaient même pas. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Août 1914. La Première Guerre mondiale éclate. Des coups de feu retentissent et l'Europe est sur le point de se déchirer. Le continent est divisé entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et les alliés, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Craignant de devoir mener une guerre sur 2 fronts, contre les Russes à l'est puis les Français et les Britanniques à l'ouest, l'Allemagne adopte le plan Schlieffen. L'Allemagne considère alors la Russie comme son plus grand adversaire, car elle est capable d'envoyer 10 millions d'hommes sur le terrain. L'objectif était donc d'éliminer les Français du conflit en passant par la Belgique pour balayer l'est et l'ouest de Paris. Au cours des premières semaines, le plan Schlieffen se voit couronné de succès, car les forces allemandes pénètrent facilement en Belgique, puis dans le nord de la France. Au même moment, les Français tentent de mettre en place leur propre attaque, une avancée en Allemagne appelée le plan 17. En 1914, l'attaque est considérée comme le meilleur moyen de remporter une guerre rapidement. Les guerres passées avaient été gagnées par l'offensive et non la défensive. Cependant, les Allemands ont également enseigné des tactiques défensives à leurs troupes. Lorsque les Français lancent leurs attaques, les Allemands les attendent de pied ferme, armés d'une redoutable machine de combat, la mitrailleuse. Cette arme, trop lourde pour une charge offensive, est idéale à la défense de position, car capable de cracher un mur de balles létales. En 6 semaines, les Français vont perdre près d'un demi-million d'hommes au cours d'attaques infructueuses, appelées la bataille des frontières. Les soldats ont attaqué les positions ennemies à découvert, vêtus de pantalons rouges et de tuniques bleues, comme au cours de la guerre de 1870. Ils seront fauchés en très grand nombre par les rafales de mitrailleuses. La mitrailleuse est une invention de Sir Hiram Maxim, un Américain vivant en Grande-Bretagne. Bien qu'initialement intéressé par l'électricité, il va commencer à travailler sur un projet d'arme à feu mécanisée dès 1880. C'est lui qui a mis au point l'utilisation de la puissance de combustion de la douille pour faire fonctionner une arme à feu. Jamais ça n'avait été fait auparavant. En 1884, la production du canon Maxim est lancée. L'Allemagne et la Grande-Bretagne vont produire l'arme sous licence.
Bien que baptisées différemment, elles fonctionnent toutes en utilisant le dessin révolutionnaire créé par Maxim. Voici la mitrailleuse allemande Maxim MG-08. Ce spécimen a été fabriqué en 1915. Et la véritable révolution se situe dans cette bascule qui se trouve ici. Ce mécanisme permet le rechargement, puis le tir rapide et automatique des munitions. Une fois la première balle tirée, c'est un véritable engrenage qui s'enclenche. L'énergie créée par la réaction de recul déverrouille la culasse, qui recule afin d'éjecter la cartouche usagée de la chambre et hors du canon. Le bloc de culasse introduit simultanément une autre munition, venue du tapis de cartouches introduit dans l'arme. Il s'abaisse, puis un ressort le ramène en position de tir, plaçant la nouvelle cartouche dans la chambre, tout en ramassant la suivante. Tout cela se produit en une fraction de seconde et se répète jusqu'à ce que la détente soit relâchée ou les munitions épuisées. Pensez aux guerres précédentes, aux guerres napoléoniennes par exemple. L'arme d'infanterie standard était un mousquet à canon lisse qui pouvait tirer 2 ou 3 coups par minute maximum. Et vous étiez bien malchanceux si vous étiez touché à plus de 50 mètres de distance. La mitrailleuse tire 500 coups par minute et peut atteindre une cible à 2000 mètres. Avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, aucune des grandes puissances européennes n'a jamais été confrontée à une telle arme. Cependant, son potentiel a été entrevu au cours de la guerre russo-japonaise de 1905, car les Russes l'ont utilisée pour décimer les troupes ennemies. Les observateurs américains, britanniques et allemands ont décrit une arme formidable lors de leur compte-rendu. La cavalerie était encore très respectée, particulièrement en Grande-Bretagne. Et c'était presque considéré comme une hérésie à l'époque de dire qu'elle n'avait plus sa place au cours d'un conflit. Donc, lorsque la guerre éclate, les Britanniques ne disposent que de 250 mitrailleuses, alors que les Allemands en ont environ 5000. Les deux camps vont rapidement saisir la puissance dévastatrice de la mitrailleuse. Il y a un véritable changement de cap en 1914 et 1915, lorsque les Allemands commencent à utiliser les mitrailleuses à grande échelle. Elles vont avoir un impact considérable sur le développement de la guerre défensive. Pendant que les défenses allemandes retardent les tentatives d'avancée françaises, les troupes allemandes s'enfoncent davantage en France et se rapprochent de Paris. Entre-temps, le corps expéditionnaire britannique arrive sur le front ouest pour soutenir ses alliés. Ils ne pourront pas contrer l'avancée allemande et doivent battre en retraite. Fin août 1914, les Allemands atteignent la Marne, dernière ligne de défense naturelle avant Paris. En septembre 1914, la bataille de la Marne est un tournant, car s'opère alors un véritable démantèlement du plan Schlieffen. Le contre-coup français et britannique va faire perdre confiance aux Allemands, qui vont vouloir revoir leur stratégie sur le front ouest. Lorsque les Allemands arrivent près de la Marne, ils sont fatigués et débordés. En plus de faire face à des troupes alliées déterminées, ils sont confrontés à une formidable puissance de feu, au premier rang de laquelle se trouve le puissant canon d'artillerie. Toutes les nations vont le produire, et toutes vont souffrir de son incroyable puissance destructrice. Septembre 1914. La Première Guerre mondiale fait rage depuis 2 mois. Les progrès de l'Allemagne semblent être alors au point mort. Les troupes françaises et britanniques défendent Paris avec succès. Les contre-attaques alliées dans la Marne vont surprendre le commandement allemand, car les effectifs des forces françaises et britanniques ont été sous-estimés et le nombre de pertes se révèle plus important que prévu. Dans le but de décimer les troupes, le canon d'artillerie, pilier des précédentes guerres,
s'est vu modernisé à partir de l'année 1914. L'un des plus redoutables est le 18-pounder britannique. Le 18-pounder est développé au début du siècle pour être introduit pour la première fois en 1904. Il est équipé du premier système de recul efficace de l'artillerie britannique. Voici le canon du 18-pounder, qui se voit nourri d'obus de 84 mm, et le système de recul qui se trouve sur le dessus du canon. Deux énormes ressorts sont situés sous cette partie. L'un gère l'énergie de recul et l'autre positionne le canon à son emplacement d'origine. Lorsqu'il tire, le canon va reculer de 120 cm, puis revenir à sa position sans déplacer le chariot, afin de ne pas perdre la mire après avoir tiré. Et c'est la même chose à chaque tir. Avant que les canons ne soient équipés de systèmes de recul efficaces, le recul engendré par la réaction naturelle à un tir d'obus ou de balle quittant le canon faisait reculer le canon. Afin de ramener le canon sur la cible, les artilleurs devaient alors le manœuvrer de nouveau pour viser de nouveau les cibles. Au XIXe siècle, les canons traditionnels à poudre noire tirent au maximum 2 à 3 coups par minute. En 1914, il est alors possible de tirer 6 à 20 coups par minute. Cette cadence de tir n'est pas seulement due au système de recul, mais aussi au bloc de culasse unique qui permet de charger, de tirer rapidement et d'expulser l'obus usagé tout aussi rapidement. Le 18-pounder offre également une plus grande précision. Il est équipé d'un viseur permettant au tireur de viser directement, comme avec un fusil. Mais au lieu de tirer des balles, il envoie des obus à éclat, qui lorsqu'ils explosent, envoient des centaines de morceaux de métal ravageurs. Ce sont eux qui décimeront l'infanterie allemande. Il nous était impossible de passer ce mur de feu. Des centaines d'obus tombaient à chaque minute. On nous a ordonné de franchir la ligne. Je rampais au sol et j'ai vu mes compagnons d'armes tomber les uns après les autres. Certains ont couru tout droit en essayant d'éviter les obus et ont réussi à passer par miracle. D'autres ont explosé et leurs corps se sont vus déchiquetés par les explosions. Le feu direct offre une maîtrise complète du champ de bataille par l'artillerie. Et l'utilisation intensive d'obus va forcer les soldats à creuser des tranchées pour s'en protéger. L'artillerie moderne donne l'avantage aux stratégies de défense et contraint les Allemands à battre en retraite, puis à adopter une nouvelle approche. Ils se sont très rapidement éloignés de Paris et ont commencé à creuser le long du chemin des Dames. C'est le début de la guerre des tranchées. Tous ont alors pris conscience que la guerre de manœuvre à l'ancienne, utilisant cavalerie et colonnes d'infanterie, était devenue obsolète. Une fois les tranchées creusées, ils ont installé des mitrailleuses afin de disposer d'une couverture d'artillerie complète et des murs de barbelés. Il était alors impossible à l'infanterie d'avancer et la cavalerie était devenue complètement inutile. Pour éviter leurs défenses respectives, forces allemandes et britanniques essaient de se déborder l'une l'autre. Ces manœuvres, que l'on surnomme la course à la mer, échoueront à plusieurs reprises. En résultera une ligne de tranchées reliant les Alpes suisses à la mer du Nord. Un front s'étendant sur plus de 700 km de long. En 1915, c'est l'impasse. Les combats de tranchées se durcissent fin 1914, début 1915. Les commandants alliés se voient confrontés à une situation militaire tout à fait inédite, la fin de la guerre mobile. Les Français souhaitent évidemment expulser les Allemands de leur territoire.
C'est pourquoi, aidés des Britanniques, ils vont lancer une série d'offensives contre les tranchées allemandes afin de déloger l'ennemi. Malgré quelques percées locales mineures, les lignes de tranchées sont tout simplement imprenables. Attaquer dans la configuration d'une guerre de tranchées est extrêmement difficile. Un homme caché dans une tranchée sera toujours difficile à déplacer. Il est difficile de le toucher, et bien sûr, en aucun cas, il n'en sortira. Parce qu'une fois exposé, il sait qu'il a de fortes chances d'être tué. Cette impasse mène à l'élaboration de tactiques de siège, qui nécessiteront l'utilisation d'armes encore plus lourdes. En 1914, les canons sont destinés à soutenir directement l'infanterie. Et leurs tirs sont souvent dirigés sur des sites ouverts, c'est-à-dire contre des cibles visibles. Le problème est que l'ennemi peut aussi vous voir et riposter, bien évidemment. Une fois les soldats postés dans les tranchées, il est très difficile de les atteindre avec des armes à feu, ce qui va conduire à l'utilisation du feu indirect et l'élimination des positions ennemies. C'est cette stratégie qui va dominer le reste de la guerre. Le feu indirect est utilisé afin d'éliminer un canon ennemi qu'il est impossible de voir. Et la cible ne peut voir la provenance du tir. Ces tirs sont dirigés vers des cibles pas vraiment déterminées. Donc, les artilleurs ignorent totalement si leurs obus touchent leur cible. Voici le télescope à feu direct. On voit la cible par ici, et le tireur peut réellement viser comme avec un fusil. Voici le cadran indirect. C'est ce qui permet de calculer la solution mathématique élaborée au poste de contrôle et l'appliquer au canon afin que ces tirs puissent atteindre des cibles invisibles au tireur. Ici, ce sont les cadrans qui dirigent la portée ou l'élévation du canon et qui permettent d'adapter le tir à la distance de la cible. Il se commande avec cette roue à partir de cette position. Et sur ce côté, la roue qui contrôle la direction du canon sur la plateforme. Pour que le feu indirect soit efficace, une connaissance précise des positions ennemies est vitale. Et pour obtenir ces informations, les belligérants vont se tourner vers une technologie alors balbutiante, l'aviation, et plus particulièrement la reconnaissance aérienne. Avant l'avion, c'est la cavalerie légère qui est utilisée pour la reconnaissance. Les troupes avaient pour mission de repérer les positions ennemies, mais sur une ligne de tranchée, ce procédé est impossible à appliquer, car ce sont de gigantesques murs de défense. On ne peut voir ce qui se trouve de l'autre côté qu'en le survolant. Les Allemands étant des génies défensifs, ils ne disposent généralement pas leur artillerie à la vue de l'ennemi. Il est impossible de détecter la provenance des tirs allemands, parce qu'ils tirent généralement bien abrités derrière les collines. L'avion est alors le meilleur moyen d'obtenir un aperçu des positions ennemies. La reconnaissance aérienne est née du désir de fusionner avions et caméras. Une mission de reconnaissance a pour objectif de capturer les mouvements de troupes, l'emplacement des batteries de canons, l'endroit par lequel passent les approvisionnements, bref, tout renseignement permettant de préparer les prochains mouvements. La fusion des deux technologies s'est avérée difficile au début. Les premiers avions avaient pour la plupart des cockpits ouverts et les pilotes ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient amener avec eux des appareils photo à soufflet parce que ces derniers se voyaient déchiquetés par les courants d'air en altitude. Conscients du potentiel des appareils photo, de nombreux efforts seront faits pour créer des appareils directement attachés à l'avion et protégés par des boîtiers. L'idée était ensuite de les rendre automatiques et semi-automatiques, parce que le pilote avait d'autres choses à faire, surtout si un avion ennemi faisait son apparition. L'appareil photo automatique permet de prendre des clichés pendant que le pilote dirige son appareil, alors même qu'il se bat contre l'ennemi. La vitesse de développement de cette nouvelle technologie sera stupéfiante. Et la véritable révolution verra le jour grâce au dessin Tree Lance créé par l'ingénieur James Bagley.
Son invention ne sera utilisée qu'au cours des derniers mois du conflit, mais permettra aux pilotes de cartographier de vastes zones de bataille. L'appareil est constitué de 3 lentilles. Une lentille verticale pointée vers le bas, puis 2 lentilles latérales à un angle de 35 degrés. Et la pellicule passe directement derrière ces lentilles afin d'y être exposée en même temps. Le champ de vision est alors bien plus large qu'avec une seule lentille. De plus, il propose une très grande portée, ce qui permet de réduire le temps de vol et la quantité de carburant utilisée. Ces images sont ensuite transposées sur des cartes existantes, afin de déterminer les positions ennemies, puis les distances et les élévations de canon. Un 4e objectif sera ajouté à l'appareil afin d'aligner les photographies aux cartes. La reconnaissance aérienne a rendu les tirs d'artillerie plus meurtriers et plus précis que jamais. Au fur et à mesure que la guerre progresse, la quantité et la taille des canons augmentent afin de réduire à néant les défenses renforcées. Les Allemands vont commencer à bâtir des bunkers en béton armé pour protéger leurs tranchées. La tâche de l'artillerie augmente en conséquence. Les Britanniques, qui se trouvent à court de canons lourds en 1914, commencent à utiliser des canons navals qui ont été saisis sur des navires, puis montés sur chariots. Ces massifs canons obusiers représentent une force destructrice, ayant permis le déploiement de forces sur des terrains très difficiles d'accès. Plus les canons et les obus deviennent lourds, plus il faut de chevaux pour les déplacer, et plus le sol se détériore. Une nouvelle solution s'impose alors. Les Britanniques vont se tourner vers un véhicule qui, au lieu de se déplacer sur roues, se déplace sur chenilles. La technologie a un énorme impact sur la Première Guerre mondiale et contraint les deux camps à développer une nouvelle manière de faire la guerre mécanisée. En 1914, au début de la guerre, les véhicules à moteur sont rarement considérés comme des machines de combat. Les dirigeants militaires hésitent alors à investir dans cette technologie balbutiante. Mais en 1915, les conditions sur le front ouest vont les mener à repenser la situation. En Belgique, en Flandre, la nappe phréatique est très proche du niveau du sol. Et dès lors que ce dernier est creusé ou qu'un obus y éclate, le sol a tendance à rapidement se remplir d'eau pour devenir un paysage semi-marécageux, composé de trous et de minuscules collines, alors inaccessibles aux chevaux et peu indiqués pour n'importe quel type de véhicule sur roue. La chenille va apporter la réponse au problème. L'armée britannique effectue des essais sur les tracteurs Hornsby avant 1914. Ils s'avèreront peu concluants. Mais au cours du conflit, ils deviennent une nécessité. N'ayant pas le temps de construire leurs propres engins, ils vont acheter des tracteurs Holt américains, déjà produits en série. Le tracteur Holt est l'adaptation militaire d'un tracteur commercial destiné à des fins agricoles ou industrielles. Ce qui le différencie du modèle civil, c'est cette armure attachée autour du moteur et de la carrosserie. Les Britanniques seront les premiers utilisateurs de ce genre d'engin et vont en commander plusieurs centaines à partir de 1916. Ils les utiliseront pour déplacer l'artillerie lourde, telle que les canons 60 Pounder, dont le déplacement nécessitait d'énormes chariots à chevaux. Ces tracteurs pouvaient tirer 5 tonnes, effectuer le travail de 100 à 200 chevaux et n'avaient pas besoin d'être nourris, juste d'être ravitaillés en carburant, ce qui réduit considérablement les besoins logistiques. Le tracteur Holt offre plusieurs avantages de taille par rapport au cheval. Il peut avancer dans la boue et ne succombe pas aux balles ni aux éclats d'obus, ce qui change considérablement la donne sur un champ de bataille. Bien que d'autres véhicules motorisés à roues aient été utilisés sur le front ouest, les chenilles du Holt ont prouvé l'efficacité du tracteur.
Le véhicule à chenilles est efficace pour remorquer l'artillerie, car l'énorme poids est réparti de manière plus uniforme sur ses nombreuses plaques. Comme vous pouvez le constater, ces bandes de roulement sont en acier lourd, certes, mais répartissent le poids sur un sol mou, ce qui offre au véhicule plus de traction pour un poids beaucoup plus faible par mètre carré au sol. Ces engins peuvent donc traverser un terrain beaucoup plus meuble qu'un véhicule à roues ou un cheval. En 1916, 1000 tracteurs Holt sont mobilisés sur le front afin de déplacer les canons d'artillerie. À la fin de la guerre, les Alliés en auront utilisé 10 000. Fin 1915, le front ouest se trouve dans une impasse. Ni les Alliés ni les Allemands ne peuvent déplacer leurs lignes de façon significative. Les Britanniques pensent qu'un changement de commandement pourrait donner de meilleurs résultats. Le commandant en chef, John French, est remplacé par Douglas Haig. Pendant ce temps, les Allemands cherchent une solution à l'impasse. Et en 1916, ils décident d'attaquer Verdun, au nord-est de la France. Verdun va marquer un nouveau changement stratégique et tactique dans la guerre. Erich von Falkenhayn, le commandant en chef allemand, considère que la France n'est plus la force dominante parmi les Alliés, que la Grande-Bretagne a pris sa place. Il songe donc à affaiblir la Grande-Bretagne en éliminant la France de la guerre. Il voulait contraindre les Français à se battre pour Verdun, car la ville avait une forte portée symbolique à l'époque. Et puisqu'il pensait l'artillerie allemande supérieure à la française, il n'avait qu'à engager le combat et l'annihiler. Le plan semble fonctionner, au point que les Alliés décideront de réduire la pression sur Verdun et d'attirer les troupes allemandes au beau milieu d'une nouvelle offensive, le long de la Somme. Au moment de la bataille de la Somme, la guerre est devenue bien plus compliquée qu'en 1914. Il y a des mitrailleuses, de l'artillerie de toutes sortes, l'observation aérienne, la photographie aérienne. Cette bataille est devenue l'une des plus planifiées et photographiées depuis les airs. Tout a été enregistré avant et pendant la bataille. Quand Haig planifie la bataille de la Somme, il a l'intention de bombarder les tranchées allemandes comme jamais elles n'ont été bombardées. Plus d'1 million d'obus ont été tirés cette semaine-là. L'objectif était d'abord de détruire les barbelés postés devant les tranchées, afin que les troupes puissent avancer, puis d'assommer les tranchées allemandes qui étaient parfois protégées par des bunkers en béton armé. Espérant que le bombardement d'une semaine a détruit les défenses allemandes, l'ordre d'attaquer est donné le 1er juillet 1916. La bataille de la Somme débute. Mais les pluies d'obus n'ont pas rempli leur objectif. Les défenses allemandes ont tenu leur position. Lorsque les troupes britanniques lancent l'offensive le 1er juillet à 7h30, elles sont complètement exposées au feu ennemi. On n'a même pas fait 50 mètres. Je n'ai pas chronométré l'affaire, mais ça n'a pas duré plus d'une demi-heure. Les frisés nous tiraient dessus et on était à découvert. On était des cibles mouvantes. Les mitrailleurs allemands se sont mis à l'abri des bombardements dans les bunkers. Une fois terminés, ils ont repris leur position. Les Allemands sont équipés de canons MG-08 disposés de telle manière que leurs tirs se croisent et qu'ils se couvrent mutuellement. Les scientifiques militaires allemands ont alors trouvé le moyen le plus efficace d'utiliser cette machine de combat. Et ce n'est pas en tirant directement sur l'ennemi, mais en plaçant 2 canons, voire plus, aux extrémités des tranchées. Les 2 champs de tir se croisent et créent un rideau de balles, une zone de dévastation. 1er juillet 1916, premier jour de l'offensive de la Somme, et 60 000 pertes britanniques.
Ces énormes pertes pour des gains relativement faibles conduisent à de vives critiques à l'encontre du haut commandement britannique. Le général Haig essaie alors désespérément d'inventer une nouvelle manière de faire la guerre. La technologie évolue alors si vite que de nouveaux moyens de faire la guerre et de nouvelles armes font sans cesse leur apparition. Et le commandement, qui avait appris à mener des guerres du style 19e siècle, se trouvait dans l'impossibilité de s'adapter à cette technologie. La technologie était devenue le moteur de la guerre, la rendant plus massive et sanglante d'une année à l'autre. Mais les choses vont changer. Au fur et à mesure que la guerre s'enlise, les commandants vont adapter leur tactique à une nouvelle réalité. L'artillerie et les mitrailleuses capables de briser des offensives et de tuer un grand nombre d'hommes ont rendu le développement de nouvelles tactiques vitales. Elles mèneront les hommes à se battre en petits groupes, à adopter des armes différentes et à ne plus attaquer en formation linéaire, mais en groupe. De plus, le général Haig est sur le point de recevoir une machine qui va définitivement faire évoluer la nature de la guerre. Le 15 septembre, 2 mois et demi après le début de la bataille de la Somme, 49 mystérieuses machines traversent le champ de bataille. Elles ont provoqué un grand chambardement et terrifié les Allemands témoins de leur apparition. Plusieurs récits font état de soldats qui admiraient ces machines et ne s'en protégeaient même pas. Ils étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Tout d'un coup, un gigantesque dragon de fer fait son apparition devant nous. Il ne cesse d'avancer, tremblant comme un ivrogne, mais traversant les trous d'obus et le terrain accidenté avec aisance. Comme un monstre mythique, le tank britannique semblait cracher du feu de sa bouche, de son nez et de ses yeux. Et chaque fois qu'il détectait une position allemande, il l'aspergeait de balles et d'obus de petit calibre, grâce à ses mitrailleuses et canons à tir rapide. Même les plus courageux d'entre nous ont été tétanisés d'horreur. Nous rencontrions cet ennemi pour la première fois et nous étions littéralement paralysés. Les tirs de nos mitrailleuses et de nos fusils étaient inutiles. Les grenades rebondissaient contre sa carcasse. Quand les Allemands voient ces gigantesques monstres approcher, ils sont pris de panique. Personne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. De la machine émanait un terrifiant grincement. Les balles de mitrailleuses rebondissaient contre leur blindage et elles tiraient des projectiles mortels. C'était un genre de monstre mythique. La guerre blindée est sur le point de commencer. Les chars se sont joints à la bataille. Après 2 ans de combats brutaux sur le front ouest, les Britanniques introduisent cette machine de combat qui, ils l'espèrent, fera basculer la guerre en leur faveur. Le 15 septembre 1916, l'arrivée de chars Mark I britanniques sur le front, à proximité du village de Flers-Courcelette, marque le début d'une nouvelle ère. Les chars auront peu d'impact sur la bataille de la Somme, mais feront forte impression sur le général Haig. Ces 49 chars d'assaut n'accompliront pas grand-chose. Certains vont se perdre, d'autres tirer sur leurs propres hommes. Seuls 9 d'entre eux ont progressé vers les lignes allemandes. Mais l'important, c'est qu'un ou deux de ces chars ont accompli des actions si remarquables qu'Haig a réalisé leur potentiel, au point d'en commander un millier en se basant sur leur seule performance au cours de cette bataille. Le char d'assaut est la réponse à une problématique qui s'est développée au cours de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont envahi la France et la Belgique pour y creuser un fantastique nid de mitrailleuses protégées de fils de fer barbelés. Les armées belges, françaises et britanniques ont pour objectif de les en déloger. C'est un nouveau type de guerre de siège. Il n'y a pas de flanc à contourner. Donc très rapidement en Grande-Bretagne, ils vont commencer à penser à une réponse mécanique au problème. L'idée d'un véhicule blindé, armé et capable de traverser un champ de bataille est en fait assez ancienne.
Mais ce n'est qu'avec l'avènement de la guerre des tranchées qu'une idée intéressante devient un besoin urgent. Avant 1914, des hommes comme Ernest Swinton vont avancer des idées qui seront adoptées plus tard. Le colonel britannique Ernest D. Swinton suggère une version armée du tracteur Holt, en raison de sa capacité à maîtriser les terrains difficiles. Peu de gens y réfléchiront, mais le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, encourage et promeut l'idée. Une série d'essais aboutit au premier prototype, Little Willie. Il sera baptisé Tank, du fait de sa ressemblance avec les réservoirs d'eau qu'on appelle des tanks en Grande-Bretagne. Ils cherchaient à développer un appareil capable de traverser un champ de bataille et lancer l'offensive. Il devait être capable d'écraser les barbelés allemands qui empêchaient toute avancée d'infanterie alliée, et aussi capable de traverser une tranchée allemande d'environ 2 mètres de large. Ce véhicule devait être robuste, mobile, fournir une protection aux personnes à l'intérieur et aussi une forte puissance de feu. Suite aux premiers essais de Little Willie, les ingénieurs s'aperçoivent que son châssis le fait basculer dans les tranchées. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs créent la fameuse forme rhomboïde, qui permettra à l'engin d'écraser les fils barbelés et traverser les tranchées. Le char fera l'objet d'un certain nombre d'améliorations, et en 1917 est livré le Mark IV. Le Mark IV est l'archétype du char d'assaut. Il est équipé de sponsons, qui sont les tourelles latérales. Ils sont divisés en 2 types. Les chars mâles, qui sont équipés de canons, et les chars femelles de mitraillettes. Chaque équipage est composé de 8 hommes. Rien que 4 sont nécessaires pour le conduire, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ils doivent tous être parfaitement synchronisés. Certains ont pour mission de désengager le moteur à l'aide de leviers, d'autres d'arrêter la chenille en tournant d'un côté si l'autre côté continue de tourner, pendant que les 4 autres membres de l'équipage s'occupent des canons latéraux. Mais opérer à l'intérieur de cette bête blindée n'est pas sans danger. Les systèmes d'échappement n'étant pas efficaces, les cabines se remplissaient régulièrement de gaz d'échappement. L'équipage ne pouvait rester à l'intérieur que pendant 45 minutes environ. S'il restait plus, il risquait la mort. Lorsque les Allemands tirent sur les chars, il arrive souvent que les balles délogent les rivets, ce qui avait pour conséquence de faire voler les boulons à l'intérieur. L'équipage devait porter des masques en cotte de maille pour éviter que leur visage ne soit lacéré par ces boulons volants. C'était donc plutôt désagréable d'être à l'intérieur d'un char, mais il valait quand même mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. La bataille de la Somme se terminera sans vainqueur, même si les Allemands décident de se retirer. En mars 1917, ils se replient vers leur principale position défensive, la ligne Hindenburg. Pour gagner la guerre, Britanniques et Français doivent trouver un moyen de pénétrer le mur défensif allemand apparemment imprenable, connu sous le nom de ligne Hindenburg. Le maréchal Douglas Haig élabore un plan mettant en première ligne les nouvelles machines de combat, arrivant en masse sur le front. Les Allemands se sont repliés sur la ligne Hindenburg, où ils ont bâti un fantastique système de fortification, et son seul point faible se trouve autour de Cambrai, car le sol y est ferme. C'est donc là que le maréchal britannique décide d'attaquer. Ils souhaitent lancer un raid de chars à grande échelle pour percer le réseau défensif allemand. La simple percée de cette ligne était suffisante, mais Haig étant ambitieux, il visait la victoire totale. Il transforme le raid en attaque. 470 véhicules seront lancés au cours de cette opération de grande envergure. Le matin du 21 novembre, une percée d'environ 10 km est effectuée dans la ligne allemande. Les Allemands lancent une contre-attaque et vont reprendre Cambrai. Mais ils se rendent rapidement compte que les chars en grand nombre peuvent avoir un impact énorme, quelle que soit la robustesse et la profondeur des fortifications.
En mars 1918, la Russie s'est retirée du conflit, permettant aux troupes allemandes de se concentrer sur le front ouest. De plus en plus de soldats américains débarquent en France pour soutenir les Alliés, et l'Allemagne décide alors de tenter le tout pour le tout afin de gagner la guerre. Les Allemands lancent les Kaiserschlachten, les batailles du Kaiser, de mars 1918 à juillet 1918. Ils ont avancé dans les lignes alliées, faisant parfois reculer les Britanniques de 20 km. Mais la ligne française n'a jamais vraiment cédé. En juillet 1918, les Allemands sont essoufflés. Ils n'ont pas fait d'avancée significative et ils ont épuisé leurs ressources. Août 1918, le début de la fin. Les incessantes contre-attaques alliées utilisant de nouvelles combinaisons d'armes et de tactiques terminent de repousser les Allemands. L'utilisation de chars pour mener une attaque et la coordination de l'artillerie avec l'infanterie, les chars et les avions a tout changé. Les éléments technologiques et tactiques ont finalement fusionné. Le char d'assaut ne permet pas de gagner la guerre. C'est un détail dans ce conflit massif, mais il va avoir son importance. Car en 1918, lorsqu'un char apparaît sur un champ de bataille, les soldats allemands pensent que c'est la goutte qui fait déborder le vase et l'excuse idéale pour se rendre, parce qu'il leur est impossible de lutter. Cet avantage psychologique a été déterminant pour la suite des événements. Le tank a permis de décourager le soldat allemand. À la fin de la Première Guerre mondiale, le conflit a pris des allures de course technologique. Mais pas seulement. C'était une course dans la fabrication d'instruments de mort. Et cette partie de la course a été remportée par les Britanniques, les Français et les Américains, parce qu'ils disposaient d'énormes réserves d'hommes et de matières premières. N'ayant pas vaincu assez rapidement, les Allemands ont fini par perdre la guerre. Le 11 novembre 1918, les Allemands acceptent les conditions de reddition des Alliés et signent l'armistice. La Première Guerre mondiale est terminée. L'introduction de machines sur le champ de bataille a eu des conséquences dévastatrices. Sur le front de l'Ouest, plus de 8 millions de personnes seront blessées et 3 millions perdront la vie. La guerre a changé. Après 1918, plus rien ne sera comme avant. Le développement de la technologie, alimenté par la révolution industrielle du 19e siècle, a complètement modifié la dynamique de la guerre. Et c'est à partir de ce moment que la technologie va dominer le champ de bataille de manière totalement inimaginable pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, les champs français et belges portent les cicatrices de ce terrible conflit. Grâce aux nombreux cimetières militaires, on se souvient de ces soldats tombés au combat. Chaque dalle y représente un être humain. Mais on est loin d'imaginer la réelle puissance destructrice de ces machines de mort sur des êtres de chair et de sang. Cette guerre était censée être la der des der. Et pourtant, d'autres conflits suivront, qui mettront en scène de nouvelles machines destructrices.